Donc aujourd'hui, on va parler de cet article qui est paru début 2023 dans le journal du Collège américain de cardiologie, intitulé donc Comparing of blood-coated balloons versus bare metal stents in patients with pulmonary popliteal arterial disease. Donc, pour introduire un petit peu les choses, il y a pas mal d'études qui ont été des essais randomisés contrôlés qui ont comparé les ballons actifs aux ballons simples, évidemment. Il y a très peu d'études qui ont comparé le ballon actif versus la tenue sur les lésions artérielles fémoropoplitées. Ce qu'on sait déjà, c'est que les stents, ça fait des bons résultats par procédure en termes visuels avec très peu de sténose résiduelle. Mais on a des sténoses à 1 qui vont de l'ordre de 2 à 47%, ça dépend des études, avec un traitement d'érosténose qui sont assez complexes, des occlusions intrastènes qui sont parfois un peu challenging à gérer. Donc l'objectif de l'étude, c'était de comparer l'efficacité et la sécurité des ballons actifs Paclitaxel versus les stents tenus dans le traitement des lésions artérielles fémoro-poplitées. Donc, pour collecter les données, ils ont pris en fait finalement des données qui étaient issues de 4 études qui étaient déjà en cours. Donc, pour les ballons actifs, ils ont pris les données des études impact des ballons animales. Et pour ce qui est des patients qui étaient dans la branche stent tenue, ils ont pris 2 études de Medtronic qui comparaient deux stents au nitinol de chez Medtronic. Il y avait 288 patients dans la branche ballon actif et 483 dans la branche stent tenue. Et le suivi se faisait à 1 an, 2 ans et 3 ans. Alors, pour les critères d'inclusion, donc c'est les critères d'inclusion des précédentes études. Donc, ils ont inclus les lésions fémorales superficielles ou poplitées hautes ou les deux, chez des patients qui avaient une claudication assez sévère des douleurs de décubitus. Les lésions allaient de 4 à 20 cm en termes de longueur et le diamètre du vaisseau à la fin doit être, en gros, l'objectif c'était entre 4 mm et 7 mm. Il fallait qu'il y ait un lit d'aval. Les critères d'exclusion, c'était les rosténoses. C'était un échec à franchir la lésion avec un guide, ou alors en s'amplifiant qui aboutissait sur une dissection ou une perforation au premier contrôle. Et ils ont quand même inclus, on en reparlera un petit peu à la fin, ils ont quand même inclus les patients qui, dans la branche ballon active, les patients qui avaient des CNP ensuite, s'il y avait une dissection après l'inflation. Donc pas une dissection quand on s'enfile la lésion, mais une dissection post-inflation. Il y a un critère d'exclusion dans les études, notamment sur la DCD, c'est les classifications sévères. Ils en parlent aussi. Alors non, parce qu'il y a pas mal de... Ils ne définissent pas les classifications, on va en parler un petit peu après, mais la plupart des lésions, c'est des ballons actifs. Non, c'est un critère d'exclusion des ballons actifs. Ouais. On va parler particulièrement. Alors, le critère de jugement principal sur l'efficacité, c'était la perméabilité primaire à 1 an, qui était définie par une absence de nécessité en gros de réintervention chez le patient qui était donc parfaitement asymptomatique, et une absence de rosténose sur le Doppler, définie par un pic de vélocité systolique sur la lésion qui était inférieur à 2,4 m/s. Le critère de jugement secondaire sur l'efficacité, c'était l'absence de nécessité de réintervention sur l'artère ou la lésion à 3 ans. Je vais pas noter ça, à 3 ans. Et le safety points, donc c'était les effets secondaires majeurs qui étaient donc un critère composite, composé de la mortalité toute cause, une amputation majeure, une nécessité de recanalisation de l'artère complète ou une rosténose, une occlusion de la lésion. Donc ils ont fait une étude sur ces trois critères. Donc petit résumé, assez visuel. Donc les 2 études à gauche, ballon actif, les 2 études stent nus à droite. Et donc comme c'est ils ont pris des données de 4 études qui préexistaient déjà. Pour pouvoir faire une analyse dessus, il fallait faire des groupes qui étaient à peu près comparables. Raison pour laquelle ils ont utilisé un score de propension et la méthode d'analyse de DPTW pour pouvoir faire des groupes qui étaient bien comparables. Donc, ils ont classifié, c'est quand même assez majoritaire, 70%. C'est Medtronic qui a sponsorisé l'étude. Donc l'ITSS, c'est les durabilités, c'est des stades quotidiens, et c'est Medtronic derrière, c'est pas sur ça. Donc le score de propension, ça permet de corriger le biais de sélection, le biais de confusion, et ça permet de limiter un essai randomisé contrôlé. On en parlera à la fin, c'est pas parfait, mais ça aide bien. Et donc l'IPTW, c'est simplement une méthode de calcul pour pouvoir analyser les données issues du score de propension. Et donc on a retenu un seuil de significativité P inférieur à 0,05. Donc là, c'est un petit tableau récapitulatif d'une épidémiologie en fait, des patients qui ont été inclus.
ça ne dit rien de particulier. Enfin, c'est après l'ajustement sur tous les critères, donc c'est normal que les groupes soient comparables. C'est justement le but du score de convention. On voit qu'il y a pas mal de patients qui sont, enfin, quasiment la très grande majorité, 90% qui présentent un facteur de risque d'une hypertension. Qu'est-ce qui est intéressant? Sinon, la moitié ont une maladie coronarienne associée. Qu'est-ce que j'avais retenu? C'est beaucoup des diabètes de type 2 finalement qui sont non insulinodépendants. Et donc la très grande majorité des patients cliniquement, c'était des publications assez sévères. Je comprends pas le tableau. Donc, il y a deux groupes, Ouais. DCD et BMS. Ouais. Il y a 288 patients dans le groupe DCD, 480 dans le groupe BMS, d'accord? Ouais, les 280 patients ballon actifs sont issus de l'étude d'impact. Et les 483 stenus, c'est les deux études d'émission de Marfay et Stent Médinol. D'accord. Donc ça, c'est avant l'appariement. Alors là, c'est après appariement, justement. Donc en fait, tous les groupes sont comparables. Mais normalement, après appariement, on perd des patients. Ça, avec le score de propension, ça permet de donner plus de... Normalement, tu perds des Oui, patients. mais avec un score de propension, tu perds des patients. Parce que c'est justement cet appareillement qui fait que tu te retrouves à éliminer certains patients qui ne sont pas appariables. Je pense qu'on en reparle au début, mais je pense qu'ils ont inclus initialement dans tous ces patients d'appel de Peut-être que c'est avant. C'est encore avant qu'il y en avait plus, donc on ne parlait pas, parce qu'il n'y avait pas de... On ne parlait pas du tout. C'était passé avant le score de propension. Ce qui est toujours intéressant avant le score de propension, c'est de voir un petit peu le profil des deux et voir ce qui se passe après l'application du score de propension. C'est pas les plus. Donc, In fine, on raisonne sur des populations comparables. oui, Là, parce que non, tu me dis, on ne sait pas comment. On ne sait pas comment c'était au début. C'est vrai. Tout à fait. Ça dépend. Bon, après, là, je suis toujours, c'est intéressant, c'est toujours la même chose, hein, sur les patients chroniquants, c'est que les gens, là, je vais faire 200 médicaments, il y a 30% de diabétiques. Voilà. C'est majoritairement des lésions absolument superficielles. Pas majoritairement. Et donc 70% des lésions calcifiées. C'est le reflet. Ouais. La seule chose qui n'est pas bien appareil, c'est la sténose vasiculaire, mais ce qui est normal, puisque enfin, il y a plus de sténose vasiculaire visuelle avec les racines. Juste revenir en arrière. Ok. Donc pour les résultats, d'abord le critère de jugement principal qui était donc la perméabilité primaire à 1 an, qui est donc significativement en faveur du ballon actif, avec 90% de perméabilité primaire à 1 an versus 80% pour les stènes cliniques. Et donc notre deuxième critère de jugement secondaire, qui était donc l'absence de réintervention sur la lésion à 3 ans, qui est également en faveur du ballon actif avec 86% versus 73,7%. C'est pareil. Juste de mémoire, les études qui ont été prises dans le groupe ballon actif, dans le groupe BMS, oui. Ce ne sont pas des études randomisées. Non, c'est un seul droit, c'est des études de Ce sont des registres. Ouais. Les registres, et par contre, les général, c'est randomisé. C'est une autre manière de présenter les choses, mais moi, le rang, c'est bien significatif. Et donc ensuite, on avait un autre critère de sécurité qui était donc les effets secondaires majeurs, donc toujours le critère composite, mortalité toute cause d'amputation, la nécessité de réintervention, qui est pareil significativement en faveur du ballon actif. Mais quand on prend les critères séparément, rien n'est significatif. Il n'y a pas de différence montrée, notamment dans la mortalité. On peut voir ici. Ils ont fait également une petite étude, c'était amusant. Donc, ils ont comparé avec leurs données les stènes connues versus l'angioplastie simple, qui est significativement en faveur du ballon actif à 1 an, quand il y avait la perméabilité primaire, mais ça n'a pas montré de différence, en tout cas, dans la réintervention à 3 ans, sur la lésion. Il y a une petite chose en plus. Là, ils ont comparé. Ballon actif. C'est toujours intéressant, en fait, ces résultats-là, parce que d'un point de vue, ces résultats en petite ligne, c'est les résultats que les auteurs veulent pas mettre en avant. Les résultats que les auteurs veulent mettre en avant sont mis sous la forme de tableaux de figures. Et les résultats qui sont trouvés et qu'on veut un petit peu mettre souvent un peu sous le tapis, ça toujours est pareil, et ils sont mis dans les petites lignes. Et donc là, ils font une comparaison entre BMS et angioplastie et qu'est-ce qu'ils trouvent?
Alors, c'est significativement la perméabilité primaire est en faveur du ballon actif, et significativement inférieure dans le plastique simple. Là, c'est angioplastie. Ah oui, pardon. Oui, je suis désolée. Pardon. Oui, Angioplastie simple, stent. Stent. Donc, c'est en faveur du ballon actif. À 1 an. Et par contre, il n'y a pas de différence montrée évidente entre pour la réintervention dans les 3 ans sur la lésion. Ouais, pardon, ouais. Donc, au lieu de prendre le comparateur ballon actif, ils ont pris le comparateur ballon simple. Voilà. Les données des études de la virale. D'accord. Et on a 80% à peu près de perméabilité à 1 an, c'est ça? Oui, c'est ça. Et le ballon actif, on revient en arrière. On avait hop, Ouais. 80. Avec 90%. Ah, ouais, non, oui. Bon, alors, les limites, on a déjà pas mal parlé, mais bon, c'est pas un vrai essai au poulet randomisé avec l'environ des données qui est un petit peu. Enfin, voilà, ça permet de s'en rapprocher, mais c'est pas parfait du tout. Il y avait les patients qui avaient été stentés en post-ballon actif, qui avaient une dissection ensuite, après l'inflation, qui ont été rentrés dans tous les résultats que je vous ai montrés. Ils ont refait une étude dans les excluants. C'est toujours significatif, ça change rien du tout. Et bon, ils ont comparé un seul type de ballon actif avec un seul type de stent rétinol, il n'y avait pas de stent actif, pas d'autres molécules. Et puis bon, on n'a pas les données d'avant le soir de prévention, c'est vrai qu'on n'a pas franchement accès. On va aller regarder, je pense, dans tous les études. Et donc en conclusion, alors on peut conclure que la perméabilité primaire à 1 an est en faveur du ballon actif par rapport au stent nu sur les lésions artérielles fémoro-poplitées, ainsi que l'absence de réintervention à 3 ans. Il n'y a pas de différence de mortalité toute cause à 3 ans post-opératoire, et chaque état composite des effets secondaires majeurs. Ok. Des remarques, des questions sur cette présentation? Sur l'histoire des tableaux avant. Et, après, c'est peut-être plus détaillé dans la méthodologie. Pas le temps de ça peut Je pense que c'est bien fait dans les annexes. Ouais. Et donc, c'est sur des lésions, sur les calciques, on a dit très. C'est 70% de lésions calcifiées. Après, après, on est... Parce qu'à l'époque, on ne définissait pas la classification. Il y a des thromboses. Une lésion entre 4 et 20 cm. C'est la moyenne, c'est quand même. Oui, oui. En fait, je trouve que cet article traduit en fait les symptomatiques de la faiblesse des ballons actifs en termes de data. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de créer une étude randomisée like, qui n'est pas du tout une étude randomisée, donc pas du tout un niveau d'évidence symbolique, pour dire que le ballon actif est supérieur au stent, ce qui est peut-être vrai, mais que cette étude ne démontre pas. Il reste à démontrer. C'est-à-dire que c'est le Living de l'électronique, qui est basé sur une insertion marketing, c'est pas basé sur une preuve scientifique. C'est quelque chose qui est certainement vrai, que le ballon actif est supérieur au stent, mais c'est quelque chose qui n'est absolument pas démontré. Et c'est un peu l'objectif de ce travail-là, mais finalement qui ne fait qu'enfoncer l'absence de preuves de niveau élevé, comparant les deux dispositifs. Souvent, les études de ça reste des études très longues, mais de thrombose, ça des contextes. Oui. On reste un peu sur notre fin, c'est une tentative un petit peu de proposer le message, mais on a toujours besoin de cette évidence, de cette preuve.